Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, donc épisode 64. Aujourd'hui donc j'ai un invité vraiment spécial qui donc pour le début du mois donc va nous parler en fin de compte d'indépendance financière. Bien sûr, on est sur le podcast Entrepreneur lifestyle. Il sort un livre après donc 2-3 ans, il voulait en faire, il en parlait donc sur sa chaîne. Donc là il va nous parler donc de son livre, de son parcours, de comment il gère son équipe et comment il développe son business pour mieux dire ce qui est lié à son livre, son empire. Je te dis tout après donc avoir remercié le sponsor. Comment apprendre à déléguer donc efficacement? C'est ce que je te propose dans cette formation donc, qui va durer 7 jours où tu vas apprendre à libérer ton temps, à laisser donc les autres faire les tâches qui sont donc moins rémunératrices. Comme ça donc tu vas pouvoir gagner plus d'argent et faire gagner de l'argent à ton entreprise et indirectement donc mieux payer tes équipes, que ce soit des freelances ou des salariés. Donc le but c'est vraiment donc, d'avoir une structure légère et de faire des business comme on aime les faire, des business d'entrepreneurs lifestyle. Donc je te dis tout donc dans le lien ici, donc tu vas sur thierry-du6henry.fr/team, T-E-A-M. Donc thierry-du6henry.fr/TEAM, tu vas apprendre à être un entrepreneur libre et donc à savoir déléguer comme un pro et donc à scaler ton business jusqu'à 7 ou 8 chiffres. A tout de suite. Dropeasy, c'est l'e-commerce pour tous sans les soucis de l'e-commerce classique. Plus besoin d'avoir du stock ou de faire des colis. Tu n'as qu'à choisir les produits, les mettre en valeur sur ta boutique Dropeasy et encaisser l'argent. Même si tu n'y connais rien en e-commerce ou en marketing, pas de souci, Dropeasy a été créé pour que tu puisses te lancer rapidement et facilement. Lance-toi dans le dropshipping de qualité avec Dropeasy. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs européens et des produits de grande qualité. C'est pour cela qu'ils t'offrent une formation complète. Il te suffit de tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui avec le lien suivant: thierry-du6henry.fr/dropeasy. thierry-du6henry.fr/dropeasy. Donc aujourd'hui donc j'ai comme invité Stan Leloup qui sort son livre, donc mercredi si je ne me trompe pas. Donc votre empire donc dans un sac à dos. Donc on a fait l'enregistrement il y a quelques mois on va dire. Donc on a parlé donc de beaucoup de choses, donc vraiment reste à l'écoute, il y a plein de surprises même à la fin. Si tu veux te procurer donc le livre, donc tu vas sur marketingmania.fr/empire. Donc marketingmania.fr/empire. Et donc voilà, donc si tu connais pas Stan Leloup, il va donc se présenter. Je pense qu'il fera mieux que moi parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc je te dis à tout de suite avec donc Stan. Salut Stan, comment tu vas? Salut Thierry, ça va bien? Donc merci de prendre le temps de parler donc de ton actualité pour 2020. Tu vois, j'en bégaye. Donc aujourd'hui, on va parler donc un peu de toi, même beaucoup. On va parler donc du livre qui est sorti donc la semaine dernière et donc aussi donc de ton parcours et comment donc tu peux aider l'audience, ceux qui débutent ou ceux qui ne débutent pas, parce que le but c'est de scaler son business. Comment toi tu as fait pour scaler et voilà quoi. Donc je te laisse te présenter même si tout le monde te connaît et puis on va parler ensuite donc de ton bouquin et aussi donc surtout donc de ton parcours et comment donc on peut passer de 1 à une équipe pour pouvoir réussir en ligne. Ça marche. Donc, je m'appelle Stan Leloup. Je suis surtout connu aujourd'hui pour un site qui s'appelle marketingmania.fr sur lequel je parle de comment gagner de l'argent avec la psychologie humaine. Mon grand intérêt, c'est d'aller au-delà des hacks de marketing qui vont se périmer assez vite et comprendre de manière plus profonde comment est-ce qu'on peut créer un message qui va vraiment être persuasif en jouant sur la psychologie humaine, sachant que moi, j'ai commencé avec beaucoup de copywriting, donc rédiger pour vendre. Aujourd'hui, la plupart des gens me suivent sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui a, au moment où on enregistre, 294 000 abonnés qui s'appelle Marketing Mania et sur laquelle je partage justement ce message de psychologie humaine où je vais prendre différentes études de cas, que ce soit le groupe de rap PNL, le jeu vidéo Fortnite, le loup de Wall Street, et je vais les analyser pour te montrer les ressorts psychologiques qui sont derrière et que tu peux appliquer dans ton business. Et donc récemment, tu as évoqué un livre. Le livre s'appelle Votre empire dans un sac à dos. Partage le même message. C'est un livre où on parle des besoins humains et de comment est-ce que tu peux utiliser ces besoins humains pour trouver une idée de business et vendre plus efficacement. D'accord. Donc livre que donc tu viens de sortir, projet que tu avais en fin de compte depuis un certain nombre de temps, comme beaucoup de personnes en ligne, ce qui est vraiment un pilier. En fin de compte, certains commencent par le livre, ceux qui peuvent le faire, et d'autres en fin de compte le font un peu plus tard. Donc c'est en fin de compte, tu as quasiment tout fait. Tu as le podcast, tu as YouTube, tu as le blog, tu as déjà la clientèle et tu as le bouquin qui va appuyer encore donc, le côté autorité. Yes, tu m'as fait En plus, remarquer tout à en, l'heure que en c'est plus, en effectivement plus, un en plus, en objectif. plus, en plus, excusez-moi, c'est pas le petit bouquin, c'est le gros bouquin, c'est le vrai bouquin. Ouais, c'est le vrai bouquin, donc avec éditeur traditionnel, version papier et compagnie, pour le mettre à la Fnac et chez Cultura. Euh,
effectivement, tu vas faire remarquer avant qu'on enregistre que c'est un objectif où j'en parlais déjà. En fait, début 2018, c'est le moment où j'ai commencé à conceptualiser l'idée de faire un livre. Et après, en fait, en 2018, j'ai relativement peu avancé dessus. En 2018, je crois que j'ai fait un plan et genre, j'ai commencé à écrire le 23 décembre 2018 parce qu'en fait, j'ai réalisé que tu vois que c'est bien beau de mettre des objectifs, mais après, il faut mettre l'énergie et l'effort qui est derrière. Et très clairement, en 2018, j'avais un objectif de faire du CA et j'avais un objectif d'écrire un livre. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du CA et il n'y a aucun moment où je me suis dit, ben voilà, je vais prendre 3 mois, je vais m'enfermer et je vais écrire un bouquin. Ce que du coup, j'ai fait en 2019, assez rapidement, début 2019, je me suis dit, OK, cette année, je le fais vraiment, je vais prendre le temps. Et au final, si tu regardes le temps que ça m'a pris cette année, j'ai passé probablement environ 6 mois de mon focus sur le livre. Donc, c'est assez significatif tout ce que ça a pris en termes d'investissement. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que souvent, même si toi, je pense que tu as pas de problème à écrire, tu es un copywriter, donc ça doit pas être très compliqué. Mais bon, un livre, c'est pas rien. Et là, on parle d'un vrai livre, parce qu'il y a plein de gens qui écrivent des livres. Soit ils le font écrire, hein, ils sont juste auteurs, soit ils prennent des morceaux d'articles. Enfin, il y a plein de façons d'écrire, mais tu peux aussi écrire, même si ça veut pas dire qu'il va y avoir un succès. Mais bon, je pense que tu fais tout pour qu'il va y avoir, et je m'inquiète pas pour toi. Mais tu as un vrai livre, donc il va durer dans le temps, et même si on le reprend dans 5 ans, dans 10 ans, voilà, c'est du vrai contenu, c'est pas juste pour écrire un livre, dire qu'on est auteur, parce que certains s'en servent juste comme carte de visite, je suis auteur, mais Yes. dedans, il n'y a rien, entre parenthèses. Mm. Voilà. Là, c'est En vraiment gros, pour pour moi, info. c'était vraiment la stratégie parce que, en gros, tu te dis, OK, Stan Leloup fonctionne bien sur YouTube. J'ai déjà un levier qui fonctionne bien. YouTube, 300 000 abonnés. Je sais plus ou moins comment faire des vidéos qui vont marcher, qui vont générer du trafic. Donc, pourquoi est-ce que j'irais aller m'embêter à passer 6 mois à écrire un livre avec en plus un éditeur traditionnel? Donc, tes droits d'auteur là-dessus, ils sont pas énormes. Tu pourrais l'auto-publier, gagner plus d'argent. Tu vois. Donc, le seul point où pour moi, ça fait sens de le faire, c'est de me dire, en gros, mon objectif et la vision que j'ai eue au départ, c'est de me dire, imagine quelqu'un en 2022 débarque dans le business en ligne et se dit, voilà, c'est quoi les 5 livres que je devrais lire pour démarrer? Et donc, du coup, un influenceur va lui donner les 5 livres, la semaine de 4 heures, etc. Et moi, mon idée, c'est d'être dans ces 5, tu vois, et de faire partie de ces livres où tu dis, OK, c'est un peu des trucs fondamentaux que tout le monde a besoin de savoir, qui sont là expliqués d'une bonne manière, d'une manière aussi qui va durer, qui n'est pas juste tu vois, des techniques qui vont être trop périssables, mais vraiment des éléments fondamentaux sur la psychologie humaine. Alors après, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver? Tu vois, le futur nous le dira. Mais c'est vraiment la vision que moi j'en avais. Et du coup, bah, ça implique plusieurs choses. D'abord, ça implique de passer par un éditeur traditionnel parce que si tu veux que ton livre ait le maximum d'impact et devienne un classique, il faut qu'il soit distribué partout. Donc, c'est dans toutes les librairies, à la Fnac, y compris bien sûr aussi sur Amazon, etc. Mais tu veux le diffuser au maximum d'endroits. Et ça demande aussi de faire l'effort de vraiment créer quelque chose de nouveau et de différent et qui va apporter quelque chose. Parce qu'effectivement, bah, tu peux recycler du contenu pour écrire un livre et pour te dire, voilà, j'ai écrit un livre et je suis auteur, etc. Mais quand les gens vont le lire, ils vont pas se dire c'est un truc de ouf parce qu'ils l'ont déjà vu ailleurs, parce que c'est des petits bouts de contenu qui sont collés les uns aux autres et ça fait pas forcément un tout qui va être aussi impactant. Donc, par rapport aux objectifs que moi je m'étais fixé, effectivement, je n'ai pas choisi la manière la plus facile d'atteindre le statut auteur, mais c'est aussi la stratégie qui me semblait avoir du sens par rapport à là, moi où j'en étais. Euh, Là où j'en suis, voilà, 300 000 abonnés sur YouTube, c'est une grosse preuve sociale. Si j'arrive à 500 000 abonnés, ça ne fait pas une grande différence aux yeux des gens. Par contre, si j'arrive à X milliers d'abonnés sur YouTube, plus ce livre best-seller avec lequel voilà, la plupart des gens l'ont lu ou la plupart des gens en ont entendu parler à leur début, là, forcément, ça m'apporte une corde différente à mon arc en termes de stratégie. D'accord. Donc, on va donc plutôt rentrer sur le livre, sur ton parcours. Donc, si tu as le temps d'expliquer, même si on va peut-être faire les deux en même temps, parce que je pense dans le livre, tu parles de ton parcours ou tu pars à quelle période? Tu pars au début ou tu pars à une période précise actuelle? Je parle de mon parcours entre les lignes. Disons que le livre n'est pas là pour raconter ma vie, mais par contre, je trouve que c'est intéressant quand tu lis les conseils de quelqu'un de comprendre comment cette personne en est arrivée aux conclusions qu'elle fait. Donc, en fait, quand je te parle de différentes leçons que j'ai apprises ou de différents besoins que j'ai identifiés, je te dis, ben voilà, par exemple, moi, à telle période, j'avais tel problème et voilà comment je l'ai résolu et voilà la conclusion que j'en ai tirée. Donc, je parle, si tu veux, au fil des chapitres de mon histoire, même si le but du livre, ça reste d'aider les gens et pas simplement de raconter ma vie. Bon, on va revenir dessus. Donc, là, on va dire que donc il y a dans l'audience, parmi les 1000 personnes qui écoutent par épisode, il y a une centaine qui sont nouveaux. Donc, qu'est-ce que tu les conseillerais maintenant actuellement? Donc, comment commencer? Parce que je répète le titre, votre empire dans un sac à dos. Voilà. Yes. Donc, après je te demanderai de définir c'est quoi un empire pour toi. Mais bon, on va commencer par Carrément. la question. Comment commencer? Donc, comment commencer? Pour moi, la première erreur que les gens font,
c'est qu'ils vont partir avec une idée qui est assez vague. Ils vont se dire, tiens, je voudrais bien aider les entrepreneurs à faire plus de ventes, je voudrais bien aider les mamans à être plus productives au travail. Tu vois, ils partent avec une idée très, très, très large. Et le problème, en fait, que tu vas réaliser, c'est qu'il y a un vrai gap entre tu me racontes un truc qui est intéressant et potentiellement ce que tu me dis, voilà, c'est intéressant et j'aurais bien envie de le faire et je suis prêt à payer et à m'investir et à mettre de l'effort pour comprendre ton produit et pour l'utiliser. Et tu découvres que les gens vont prendre des décisions d'achat souvent par rapport à quelque chose qui répond à un vrai besoin et à un vrai problème. Et donc souvent, on a tendance à cibler un marché qui est beaucoup plus large que nécessaire en se disant, bah, voilà, je vais faire un produit qui va plaire à plein de gens, comme ça, je vais gagner plein d'argent. Mais au final, bah, c'est compliqué de démarrer sur un marché très large. Tu n'as pas forcément le budget marketing de promouvoir ton produit à l'ensemble du marché. Et dans ce cas-là, souvent, ce qui est utile, c'est de commencer par une petite niche. En fait, un truc que les gens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, même si j'ai 300 000 abonnés sur YouTube quasiment, en fait, j'ai commencé Marketing Mania en ciblant un truc genre 100 clients cibles. J'avais uniquement 100 entreprises cibles qui étaient des clients pour mon service. À l'époque, je faisais un service de pub Facebook à destination des entreprises de formation à distance. Donc, par exemple, si tu veux devenir esthéticienne ou ce genre de boulot, il te faut un diplôme que tu peux avoir à distance. Il y a un certain nombre d'entreprises qui te font ces diplômes à distance. Ce n'est pas de la formation en ligne, c'est vraiment de la formation à distance où tu reçois des trucs, tu renvoies et puis à la fin, tu peux avoir un diplôme. D'entreprises en France, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, disons, 100, plus ou moins 20, tu vois, entre 80 et 120, on va dire. Et j'avais commencé à prospecter ces gens-là. Et donc, toutes ces entreprises, elles ont eu plusieurs emails de moi où je fais bonjour, voilà, je fais de la pub Facebook pour telle personne, voilà les résultats que j'ai eus, etc. Et j'ai vraiment commencé en ciblant 100 clients. Mais comme j'étais ultra spécifique et j'avais travaillé avec des gens qui correspondaient exactement à leur situation, eh ben, il y a pas mal de gens qui ont réagi et j'ai commencé à me faire une petite base de clients, une base financière. Et suite à ça, j'ai petit à petit commencé à créer mon contenu, commencé à élargir. Et de fil en aiguille, c'est arrivé à ce que c'est aujourd'hui. Donc, tout ce qu'il faut préciser, bon, je pense que tu allais le faire, mais bon, je préfère le dire parce qu'on est là aussi pour aider. Et bon, toi, tu es un technicien et ça te paraît simple. Mais pourquoi, en fin de compte, ta base 6 clients? Enfin, moi, j'ai précisé, après, tu vas me dire si je dis des bêtises. Parce que donc, c'était du B2B, donc B2B ont de l'argent. Ils ont souvent, bah, ils ont un levier qui est de faire du chiffre d'affaires, donc du ROI, donc ils sont en général à l'écoute quand on leur parle. Et en plus de ça, tu avais du récurrent. Là. Donc, tu avais deux éléments, en plus d'avoir la petite niche, qui est logique, je comprends très bien pourquoi tu dis ça. Parce que souvent, bah, on a peur donc de pas gagner de l'argent, donc on prend large en pensant qu'on va avoir. On se dit, bon, on prend une cible de 100 000 personnes, on en aura peut-être 1%. Ce qui est une Mm. bêtise parce qu'il y a tout le monde est dessus. Donc la petite niche, mais donc là, c'est parce que toi, c'est parce que c'était du B2B et donc du récurrent. Parce que sinon, en général, petite niche en B2C et non récurrent, bah, tu vas pas gagner beaucoup d'argent. Ouais. Mais après, tu vois, c'est un effet d'échelle. C'est-à-dire qu'effectivement, là, ça avait du sens. Mais même quand tu pars, par exemple, moi, quand j'ai commencé au tout départ, je faisais des produits dans le domaine de la séduction. Et plutôt qu'essayer de parler à tous les hommes qui potentiellement pourraient s'intéresser à la séduction, ce qui est énormément de monde. Mais d'abord, la plupart des gens qui s'intéressent à la séduction sont vaguement intéressés et ne vont pas payer pour ça. Il faut que tu comprennes que c'est une fraction du marché qui va vraiment payer pour des conseils parce qu'ils ont un besoin très précis. Et il faut que tu puisses toucher dans ce besoin de manière très profonde parce que les gens ne payent pas, tu vois, de manière random pour des conseils parce que ce que tu leur dis, c'est assez intéressant. Ils payent parce qu'ils se disent, OK, là, j'ai vraiment un problème. Il faut que je puisse trouver une solution pour le résoudre. Et cette personne a exactement la solution qu'il me faut et est capable de m'expliquer exactement euh, point A, point B, comment est-ce que ça va m'aider. Ouais, mais on en Et revient à ça, la tu même peux le chose. Hein. faire On en que revient à la si même tu chose. connais de manière… Ouais, Vas-y. mais excuse-moi de te couper, mais on en revient à la même chose. Parce qu'en fin de compte, tu as juste donné le bon argument pour expliquer que la plupart des marketeurs qui existent ont commencé par la séduction, surtout à l'époque donc, de 2008, 2009, même un peu plus. Après, Niels Strauss et tous ceux qui ont fait ça aux États-Unis, mais ils ne sont pas restés dedans. Que ce soit Sébastien, marketeur français ou d'autres, ben, ils sont partis dans d'autres business parce que bah, c'est bien pour commencer, mais tu as un peu de récurrent parce que tu peux faire différents types de produits, mais en général, tout le monde se retrouve dans le B2B. Quand tu veux bien gagner ta vie, après, je dis pas ça parce qu'il y a d'autres façons de gagner sa vie, mais tu as commencé dedans et tu n'es pas resté dedans. Alors, je ne sais pas si c'est parce que tu n'étais pas intéressé, que ça t'ennuyait, que tu as fait le tour. Le truc de la séduction, c'est que tu te fais chier. Le problème de la séduction, c'est un marché où en fait, il y a un marché que de débutants sur la séduction, contrairement au marketing. En séduction, les gens qui achètent, c'est les gens qui débutent. Et à partir du moment où les gens commencent à atteindre un niveau correct, ils partent en fait. Ce qui veut dire qu'en séduction, tu peux passer 10 ans à dire c'est quoi les meilleures phrases d'approche, comment faire un profil sur les sites de rencontres, je suis timide, que dire dans un premier rendez-vous, etc.
Et donc, tu vas tourner en rond très rapidement. Et moi, quand j'ai essayé de monter en gamme sur des produits beaucoup plus avancés, le marché n'était pas là et ça ne les intéressait pas. Donc, on avait fait par exemple des produits, comment avoir des relations multiples, des produits sur le couple, etc. Mais ce que les gens voulaient, c'était les phrases d'approche et en gros les trucs de base. Et c'est pour ça que tu tournes assez rapidement en rond sur la séduction. Alors que sur le marketing, tu peux monter en gamme à l'infini. Tu peux avoir des clients qui sont toujours plus complexes, des projets qui sont toujours plus sophistiqués et il y aura toujours un marché, quel que soit le niveau d'avancement que tu as. Alors qu'en séduction, une fois que les gens ont résolu leurs problèmes, grosso modo, ils s'en vont, ils sont contents et voilà, ils sont en couple ou autre. Mais Donc, je pense pour, que ça, pour, pour- c'est un problème majeur. mais pour revenir sur ta vie, parce que moi, j'ai fait un esprit de faire l'avocat du diable et de partir un peu ailleurs, mais en même temps, bon, tu t'es fait la main, tu n'as pas abandonné, tu as appris des choses grâce à la séduction, ce qui est en général une bonne niche. Hein. Je dis pas aux gens de se lancer dedans, mais bon, ça a permis en fin de compte de te faire connaître le marketing, de faire tout ce qu'on apprend donc en ligne et ensuite de passer sur un autre business. Voilà, donc c'est pas plus mal que ça. Ouais, carrément. Non, mais j'ai rien de mal à en dire. Ce que je veux dire, c'est qu'une des raisons pour laquelle les gens s'en lassent, c'est parce qu'en fait, voilà, c'est assez facilement, tu te retrouves à répéter toujours la même chose parce que il y a pas de. C'est compliqué pour le coup, tu vois, de monter en gamme, de faire un produit plus cher, plus complexe, plus riche. Alors, il y a quelques personnes qui le font sur du coaching, etc. Mais souvent, en fait, ce que tu fais ici, c'est plus aller sur un client qui a plus de sous. Parce que tu peux vendre en séduction des coachings assez chers, notamment, il y a des gens qui ont vraiment des sous et qui ont vraiment des problèmes. Donc là, tu peux Bah le faire, tu vois, sur le niveau financier. j'ai reçu ici de Love Coach, j'ai oublié son prénom, ah, c'est pas bien, qui était mon premier invité. Et en fin de compte, bah, il a un business qui fait plus de 4-5 millions. Il est même parti aux États-Unis ouvrir le marché aux US. Et il va faire ensuite l'Espagne. Alexandre Cormon. Voilà, comment. Excuse-moi, Alexandre, si tu écoutes. Donc voilà. Et donc, oui, en fin de compte, tout est possible. Après, c'est juste, Donc c'est il possible, faut. hein. Ouais, ouais. Après, tu vois, enfin, très clairement, je pense que Alexandre Cormon, si tu regardes les questions qu'on lui pose, ça revient souvent autour des mêmes sujets, de récupérer son ex, etc. Tu vois. Et après, il n'y a rien de mal à ça. Tu vois. Lui, je pense qu'il a vraiment développé cette passion, cette expertise autour de ça. Et tu vois, lui, il a, je pense, aucune envie d'aller faire un autre business à côté. Mais je pense qu'il y a une raison pour laquelle les gens qui sont dans la séduction ont la bougeotte. C'est qu'en fait, il y a deux types de personnes dans la séduction. Il y a les durs de durs, qui sont les coachs à fond niveau séduction et qui font que du coaching, etc. Et il y a comme moi, les gens qui sont aussi dans le marketing et qui, au bout d'un moment, ont l'impression qu'en séduction, ils se retrouvent à répéter toujours la même chose et ont un peu la bougeotte de trouver d'autres idées et de faire d'autres trucs. Et moi, D'accord. j'étais clairement comme ça. Tu vois, il y a un moment donné où je me suis dit, voilà, enfin, on a fait nos produits sur l'approche, on a fait notre produit sur la sexualité qui était super cool. Mais au-delà, il y avait pas un milliard de trucs à faire. Donc, pour moi, il y avait deux options qui étaient possibles. Soit élargir et aller sur un truc plus genre développement personnel, soit monter un truc de service plutôt en B2B. Et c'était deux portes que je voyais, tu vois, pour continuer à faire des nouvelles choses et pour continuer à creuser sur des nouveaux projets plutôt que simplement répéter la même chose. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, tu l'as fait 3 ans, 5 ans, c'est cool. Mais tu commences à te projeter, tu vois. Tu dis dans 10 ans, est-ce que je vais encore être sur les meilleures phrases d'approche ou est-ce que je trouve un autre truc à raconter? Surtout que bon, on n'a pas parlé de chiffres, mais là, tu parlais dans ton livre, tu parles d'empire. Donc pour répondre à la question que je voulais te poser, donc pour toi, c'est quoi un empire en ligne? Pour moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est avoir un truc qui était indépendant. Et j'utilise le mot empire de manière spécifique dans le titre pour faire un truc qui va un peu faire réagir les gens et qui va un peu polariser. J'ai remarqué que quand je l'utilisais, les gens étaient un peu, voilà, ils n'étaient pas sûrs si vraiment empire, c'était vraiment ce qu'ils voulaient faire, etc. Et donc, j'aime bien le terme pour cette raison. Après, pour moi, fondamentalement, la manière dont je l'utilise, c'est aujourd'hui un truc que tu peux contrôler. Je pense pas que ce soit un niveau d'échelle parce que tu pourrais vraiment dire que de toute manière, les business dont on parle ici, si tu les compares par rapport à une grosse multinationale, c'est pas un empire, tu vois. Donc pour moi, vraiment, la question, c'est d'avoir le contrôle de ce que tu fais, d'avoir ce petit truc. Voilà, quand ça commence, c'est petit. Après, ça va grossir et tu vas pouvoir le construire au fur et à mesure. Et c'est cool de le voir progresser et de voir petit à petit ton empire. Voilà, tu conquéris des nouveaux trucs, tu conquis de nouvelles provinces, tu montes des nouveaux immeubles, tu as des nouvelles routes qui se construisent. Mais c'est un truc que tu peux contrôler. C'est à toi, tu en fais un peu ce que tu veux. Tu es un peu le petit dictateur de ton petit domaine. Et même si ça commence petit, tu peux le grossir au fur et à mesure. Et c'est vraiment comme ça que moi, je le vois plus que nécessairement de dire aux gens, voilà, si tu fais pas X euros de CA, tu es un loser. Tu vois. Pour moi, c'est pas si grave que ça parce qu'au final, euh, ce que veulent la plupart des gens, c'est pas forcément nécessairement s'acheter un Lambo, c'est aussi se dire, voilà, j'ai ce truc, j'ai le contrôle, je peux me lever quand je veux, je peux bosser autant que je veux ou aussi peu que je veux, je peux prendre des pauses quand je veux et personne ne me dit ce que je fais. Si j'ai une nouvelle idée, je peux l'implémenter. Si ça se plante, c'est de ma faute et j'aurais appris un truc. Si ça marche, je suis un héros et je serai super content.
Tu vois, et ce kiff de pouvoir avoir le truc que tu possèdes, que tu fais, c'est vraiment ça, moi, qui m'a attiré dès le départ. On en revient toujours à la liberté. On parle d'argent, mais même ceux qui aiment beaucoup l'argent disent le but, c'est d'avoir de l'argent pour avoir de la liberté. Donc, oui, c'est plutôt comme j'ai bien aimé ton explication. Donc, empire côté contrôle, avoir le contrôle. On peut avoir un empire, comme tu dis, avec 7 millions et si tu as beaucoup de profit, parce que ça me rappelle un livre que j'ai pas trop loin de moi, c'est Petite entreprise, gros profit, qui est facile à lire, que j'ai bien aimé. Et pareil, qui indique bien qu'il y a plein de petites PME où les gens sont aussi bien que tu n'as pas le contrôle politique de Facebook parce que on t'ouvre pas les portes des présidents et autres, mais bon, tu manges comme tu veux, tu voyages quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Donc, ouais, comme tu dis, ouais, empire côté contrôle, c'est très bien expliqué. D'accord. Donc, on va revenir sur ce que tu disais. Donc, petite niche, sans l'eau. Donc, quand tu as commencé. Et donc là, parce que tout à l'heure, tu parlais de on. Donc, quand tu parlais de séduction, tu avais déjà une équipe ou tu étais seul à l'époque, non? À l'époque, j'étais seul, mais en fait, assez rapidement en séduction, euh, j'ai fait le tour en fait des sujets dont moi je voulais parler. J'avais certains sujets dont je voulais parler et qui me tenaient à cœur, mais en séduction, assez rapidement, j'ai commencé à faire des partenariats avec des gens et en fait, les gens créaient les produits pour moi et moi, je les vendais, je m'occupais de tout le marketing. Donc, en fait, en séduction, même sur l'échelle de 1 an et demi après avoir commencé, souvent, je me retrouvais à être la personne qui écrivait les pages de vente et qui s'occupait de toute la partie marketing pour les formations qui étaient créées par d'autres personnes, qui étaient pour le coup des coachs purs et durs, qui n'étaient pas forcément les meilleurs marketeurs, mais pour le coup qui avaient des vastes connaissances en séduction et aussi une bonne expérience de faire du coaching et donc ils faisaient des bonnes formations. Et moi, je m'occupais de toute la partie marketing. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à me spécialiser sur le copywriting, c'est parce que c'était le job que j'avais dans ce type de partenariat. Après, ce n'était pas une équipe à plein temps. J'avais déjà, tu vois, des freelances, etc. Mais l'équipe à plein temps est arrivée que au moment où j'ai commencé Marketing Mania. Bon, bah là, il y a plein de questions, ça tombe bien, parce que même moi, tout le monde me force à me dire, oui, il faut que tu deviennes infopreneur. Moi, j'aime bien vendre les produits des autres, mais j'aime pas vendre les miens, même si je commence à y venir tout doucement. Et j'ai commencé le coaching. Enfin, voilà, je fais le parcours classique de toutes personnes qui sont en ligne, mais je suis un peu têtu. Et j'aime bien l'affiliation, parce que j'ai souvent été voir les marketeurs anglo-saxons et je le vois côté, un peu comme tu le vois toi, même si je pense que tu n'as pas beaucoup fait d'affiliation, tu n'es pas dingue d'affiliation, mais le côté de scaler des affiliations à 7 chiffres, mais parce que j'ai été au sein de l'affiliation, j'ai rencontré beaucoup d'affiliés, de gros affiliés, ce qu'on appelle des super gros affiliés qui font des 7-8 chiffres. Donc, bon, j'ai pas d'esprit négatif comme on a en France de l'affiliation. En général, l'affiliation, tu gagnes que 10 000 euros et voilà, tu gagnes pas plus. Donc, j'ai pas une question parce que moi, je suis en train de monter mon équipe, j'ai fait des recrutements, mais c'est bon, c'est une vraie galère. Parce que je l'ai fait dans le dur. Dans le dur, j'ai pas de problème parce que j'avais un local, j'avais pignon sur rue, parce que j'étais franchisé d'un très grand groupe. Donc, c'était plus simple. Et là, en ligne, quand on voit juste un blog, les gens ont un petit peu peur. Donc, moi, je vais revenir sur le créer le produit. Donc, tu disais que tu faisais créer le produit. C'était quoi? C'était une joint venture? C'était du 50-50? Ou tu faisais créer le produit, tu payais et tu récupérais le produit pour toi? Comment tu faisais? Ou c'était un deal Ouais, ce que je faisais à l'époque, c'était que, en gros, euh, c'était 50, 25, 25. Donc, il y avait 50% qui était l'acquisition de trafic, donc pour les affiliés, parce que je faisais beaucoup d'affiliations à l'époque, mais au moins on m'envoyait du trafic. Moi, je prenais 25% pour m'occuper de toute la partie marketing, promotion, coordination, et je fais les 25% aux coachs qui s'en occupaient. C'est ce que je faisais à l'époque, même si en fait, quand j'y repense aujourd'hui, j'aurais beaucoup mieux fait de payer directement les coachs et de m'occuper du produit moi-même. Parce qu'en fait, du coup, je me retrouvais avec des gens à perpétuité qui avaient fait le truc une fois et tu vois, à la limite, eux, ils auraient préféré avoir un chèque directement et pas avoir le risque de la variabilité du succès du truc. Et moi, j'aurais préféré voilà, faire le projet avec eux de manière bornée et ensuite pouvoir le vendre un petit peu comme je voulais. À l'époque, je n'avais pas forcément cette tolérance au risque, ou en tout cas, je me disais que c'était mieux si tout le monde était réparti de manière équitable. Maintenant, aujourd'hui, je réalise que si tu as le budget pour prendre le risque toi-même, autant le prendre parce que ce type de personnes avec qui tu travailles et qui ne sont pas des entrepreneurs nécessairement nés préférer peut-être avoir un chèque, être stable et pas avoir l'incertitude de combien on va en vendre. Parce que moi, par rapport à ce que tu dis, j'ai même pensé alors, je sais pas si tu le fais maintenant, j'ai même pensé une autre technique, tout simplement. Me dire que juste d'employer la personne chez moi ou d'être un freelance à long terme et que la personne crée la formation pour moi. Je lui paye une petite partie en freelance et puis après, le reste, bah, c'est une personne qui est dans mon équipe. Donc, c'est comme si tu avais une équipe de 10 salariés. Tu dis au salarié qui est un directeur ou un CMO, je sais pas quoi, bah, crée la formation. Et, en sachant qu'elle a peut-être des parts dans la boîte, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'elle crée comme le produit, qu'elle ne soit pas payée dessus. Mais bon. Est-ce que donc toi, tu te verrais donc plutôt une personne qui est membre de ton équipe, lui faire la formation, tu la fais avec elle? Parce que c'est possible, c'est logique, ça te paraît un peu bizarre.
C'est essentiellement ce que j'ai aujourd'hui, mais en fait, le problème, c'est que le niveau, moi, d'informations que j'attends dans mes formations, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent te le donner. Donc Ah, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai une personne dans mon équipe qui m'aide à créer les formations et là aussi un pourcentage voilà, pour la performance des formations. Mais ce rôle, c'est beaucoup plus de coordonner. Et là, pour le coup, on va aller chercher des pointures extérieures. On va aller chercher des gens qui sont vraiment experts dans leur domaine, qui sont généralement pas des formateurs, mais qui sont des experts dans un certain domaine, dans certains sujets qui nous intéressent. Et nous, ce qu'on va leur apporter, c'est on va les payer pour leur temps sur un engagement voilà, de X jours. On va les payer sur leur temps à leur tarif habituel en leur disant voilà, tu t'occupes de rien, tu nous parles pendant X jours. Moi, j'ai quelqu'un qui est là, que j'ai formé sur comment structurer une formation, comment sortir toute l'info. Et le gars que moi, je paye, qui est dans mon équipe, va en fait essentiellement leur tirer les verres du nez et structurer leurs informations. Parce que ce que j'ai découvert à l'époque de la séduction déjà, c'est qu'il y a une grande différence entre une personne qui est un expert de son sujet et une personne qui est capable de l'enseigner. Et cette différence, c'est une différence de structure, de détails, d'exemples, de définition. Et ça aide énormément. D'ailleurs, la personne n'aura pas la discipline de se caler pendant 3 jours et de faire une formation. En revanche, il aura la discipline de se caler pendant X temps au téléphone avec ton gars, répondre à toutes les questions. Ton gars ensuite va le structurer et va lui mâcher le travail. Et ensuite, t'enregistres avec la personne qui a déjà du coup ses slides qui sont toutes faites. Donc ça, c'est le modèle que j'ai actuellement, où j'ai des intervenants extérieurs, plus une personne au sein de mon équipe qui est pour le coup formée, tu vois, sur la partie pédagogique, quoi. Et une intervenant qui va apporter la partie expertise. Et ça me permet d'aller chercher des gens qui ne sont pas des formateurs, mais qui ont une grande expertise sur un certain sujet et de leur faire essentiellement leur propre formation parce qu'ils vont être super bien accompagnés par l'équipe de Marketing Mania. d'accord. Et donc, dans ces formations, quand même, tu interviens? C'est toi qui parles plutôt ou c'est toujours des personnes externes? Donc j'interviens, je suis là pour présenter. Essentiellement, c'est un format où la personne est là, présente son truc, moi je suis là, je lui pose des questions, je la relance. Le deuxième point sur lequel on les aide, c'est à la fois on les aide à préparer le contenu, à structurer le contenu avec mon équipe, mais aussi les gens ne sont pas forcément à l'aise pour présenter quelque chose. Ou souvent les formations, on leur fait intervenir sur plusieurs heures, donc ils ne sont pas forcément à l'aise pour être tout seul et pour enregistrer. Donc moi je suis là pour faire à la fois le DJ, introduire les sujets, faire les transitions, etc., leur poser des questions et apporter aussi mes propres informations par rapport à ce qu'ils disent, rebondir sur certains points, leur demander de clarifier un truc, partager un exemple. Tu vois, je suis là aussi parce que les gens, quand c'est une formation chez moi, s'attendent à ce que je sois là et parce que je pense que voilà, ça maintient une continuité. Ça me permet aussi, si j'ai plusieurs intervenants différents au sein d'une même formation, ça me permet de maintenir une cohérence. Donc, je dis, bah tiens, avec Jean-Jacques, on avait aussi parlé de ce sujet et lui, il appelait ça tac, tac, tac. Et voilà les concepts. Et en fait, c'est le même concept qu'on vient de revoir. Et donc, du coup, tu vois, ça me permet de créer une cohérence entre mes différents contenus plutôt qu'avoir des intervenants qui sont là tout seuls et qui parlent, mais qui ne sont pas parlés les uns les autres, donc qui ne sont pas coordonnés. Du coup, il y a un truc qui est unifié. Et moi, du coup, je suis là pour les enregistrements. Mais avant le moment où moi, j'interviens, il y a pas mal d'heures qui ont été faites au niveau de la préparation du contenu, la création des slides, etc. Donc, il y a quand même un travail de fond qui est fait au niveau de mon équipe. D'accord. Donc, quand tu parles d'équipe, donc vous êtes combien actuellement? Actuellement, on est 5 à plein temps sur Marketing Mania. D'accord. Et donc, donc là, tu es toujours en Thaïlande, c'est ça? Ouais, moi, je suis à Bangkok, mais l'équipe est répartie à différents endroits. Donc, pour te donner l'idée, donc pendant un moment, on était tous ensemble là. Pendant toute partie de l'année, on était tous ensemble à Bangkok. Le deal que j'avais avec eux, c'était voilà, je vous demande d'être avec moi pendant 6 mois pour qu'on se cale et pour qu'on puisse se synchroniser au niveau des procédures de travail. Après ça, vous êtes libre de bouger. Et donc là, ils sont dans différents endroits. Il y en a qui sont restés un peu plus longtemps en Thaïlande. Il y en a qui voulaient aller autre part. Et pour donner une répartition de l'équipe sur 5 personnes, bon, il y a moi. On a 2 personnes qui travaillent sur toute la partie coaching, accompagnement, consulting, service, etc. On en a un qui travaille sur des fonctions de support, réponse aux emails, mise en ligne des pages, mettre en ligne les séquences emails, etc. Et on en a un qui travaille sur toute la partie contenu. Donc, ça alterne entre soit travailler sur le podcast, sur les vidéos YouTube et sur les formations, selon le projet que j'ai en cours à un moment donné. D'accord. Donc tu as en fin de compte 4 personnes et 5 plus toi, c'est ça? Yes. Ils ont donc des contrats thaïlandais ou français? C'est un mix. C'est un mix? Et ceux qui voulaient des contrats en Thaïlande, on leur a fait. Et ceux qui voulaient des contrats en France, on leur a fait aussi. D'accord. Et donc là, par rapport au système, tu restes comme ça? Est-ce que tu as prévu de scaler si ça grossit, tu comptes scaler ton équipe ou tu trouves que c'est plutôt bien comme ça? En 2019, j'ai recruté 3 personnes. Donc, on était 2 au début de l'année. On est 5 maintenant. Donc, ça a changé déjà beaucoup de choses.
je pense qu'actuellement, on couvre assez bien les besoins. Le problème qu'on a, si tu veux, en termes de business, c'est que recruter des gens, ça ne m'aide pas à scaler mon business, en fait. Ce qui m'aide à scaler mon business, c'est grossir mon audience et c'est développer plus de produits. Et en gros, l'équipe que j'ai aujourd'hui, elle est là pour soutenir. Donc, l'équipe, elle ne crée pas forcément l'ensemble de la croissance, mais elle est là pour répondre à la croissance. Notamment quand j'ai commencé à recevoir des centaines d'emails voilà, sur une journée, bah forcément, il fallait que je recrute quelqu'un pour le gérer. Le point où, voilà, et pareil, tu vois, sur les parties de création de formation ou de création de vidéos, bah, je ne peux pas non plus actuellement recruter des gens qui vont créer les vidéos pour moi. Il faut que moi, je crée les vidéos et après, j'ai des gens pour m'assister pendant la création. Ce qui veut dire que je pense qu'on recrutera potentiellement des gens l'année prochaine, mais actuellement, il n'y a pas de besoin. Et actuellement, je ne vois pas en quoi je peux recruter des gens pour créer de la croissance. Généralement, je recrute plutôt quand ma croissance est là et bah, on n'a pas le temps en fait de faire face au projet qu'on a actuellement. Donc, il est possible que, tu vois, si je devais deviner peut-être une ou deux personnes en plus l'année prochaine, à voir les besoins qui se présentent. Au moment où quand je sens que mon équipe actuelle est surchargée et ils ont besoin d'avoir tu vois, le rôle, par exemple, de la personne qui actuellement s'occupe à la fois de YouTube et à la fois de la formation. Je sais qu'à un moment donné, je vais me dire, OK, je veux qu'il y ait une personne qui fasse que de la formation tout le temps, qui soit toujours en train de préparer la prochaine formation et une personne qui va faire que du contenu gratuit, par exemple. Et du coup, je divise les deux parce que c'est des responsabilités qui sont différentes. C'est juste qu'aujourd'hui, par rapport, moi, au niveau de création que j'ai, je n'ai pas besoin de deux personnes différentes. Généralement, soit je bosse sur une formation, soit je bosse sur des vidéos. Donc, pareil, j'ai qu'une personne qui fait les deux. Et donc, les 4 là sont à temps plein, en fin de compte. Yes. Et surtout, alors là, j'ai une question qui va peut-être te paraître bizarre, parce qu'il y a un décalage. Donc, si elles sont en France, il y a un décalage par rapport à là où tu es. Comment tu gères ça? C'est plutôt donc tu fais des vidéos pour leur parler ou tu travailles sur Slack? Comment tu t'organises pour travailler? Parce que comme il y a un décalage horaire. Le décalage horaire avec la France est très facile à gérer parce qu'on n'a que 6 heures de décalage. Ça veut dire que, bah, par exemple, on a des appels avec toute l'équipe le lundi. Enfin, on a différents appels. On n'a pas un appel avec tout le monde. On a 2 appels avec l'équipe le lundi. Pour moi, c'est l'après-midi. Pour eux, c'est le matin. C'est en début de matinée, le lundi, ils me parlent. Moi, je leur parle en début d'après-midi. Et en gros, toute l'après-midi pour moi, toute la matinée pour eux, c'est un recouvrement. Là où on a vraiment des décalages horaires qui sont infernaux, c'est avec l'Amérique. Donc, si mon équipe, il y a des gens qui veulent aller au Pérou, en Argentine ou je ne sais pas quoi, en Amérique du Sud, là, ça va être l'enfer parce qu'on a 12 heures de décalage et tu ne peux jamais trouver une heure qui est correcte. Mais avec la France, il n'y a pas de problème. Ou là, j'ai une personne qui est en ce moment à Madagascar, qui est française, mais elle avait décidé d'aller à Madagascar pour aller voir des gens. Et du coup, bah, on a un décalage horaire qui est très gérable. Tu vois, tout ce qui est France, Europe, il n'y a pas de problème. Amérique, c'est l'enfer pour nous en Asie de faire des appels avec eux. D'accord. Donc, donc 2 questions avant de poser les questions que je pose à tout le monde pour le finish. Donc, est-ce que toi, tu conseilles, parce que donc on est parti au début donc pour parler, à ceux qui voulaient débuter, même si on a vite parlé, de questions perso, parce que donc moi, je suis au niveau où j'ai envie donc de scaler un peu, l'équipe. Tu conseillerais donc à une personne qui commence de partir, de commencer à l'étranger? Vu les galères qu'on a De en France com- par rapport aux taxes et autres, est-ce que donc tu dirais à un jeune qui a pas d'enfant, d'aller plutôt à Bali, d'aller à Thaïlande, d'aller à un pays où il y a pas de taxes, voilà, pour être précis? Bah, pour commencer, pas forcément, parce qu'en fait, même si tu pars là-bas, tu vas te taper énormément d'administratifs pour le démarrer. Et c'est pas si simple que ça, et ça a quand même un coût, tu vois. Parce que ce coût-là d'administratif, ça va coûter des milliers d'euros. Donc, il faut que tu t'assures déjà que ce que tu gagnes, c'est plus que ça. Et donc, pour de base, je pense pas que ça ait du sens de démarrer et de passer des heures de galère et des milliers d'euros juste à setup un truc pour pas payer d'impôts si de toute manière tu fais zéro. Après, tu vois, Antoine BM avait une bonne vidéo là-dessus récemment qui était de dire en gros, bah, la France, c'est comme habiter dans un bel appartement. Tu vois, tu payes plus cher pour avoir aussi un niveau de vie qui est différent et un truc. Il y a des gens à qui ça plaît et c'est un choix de vie qui est totalement valable. Moi, il faut savoir que la raison pour laquelle je suis parti à l'origine, c'était pas pour les impôts. Parce qu'à l'époque, je gagnais pas assez d'argent pour que ça fasse une différence et de toute manière, voilà, ça revenait au même. La raison pour laquelle je suis parti à l'origine, c'est parce que j'avais pas envie de vivre en France. Et moi, ça me plaît pas de vivre en France. Je suis pas forcément à fond dans cette mentalité, surtout avec ce qui se passe en ce moment, avec les grèves et tout. C'est en mode, voilà, ce pays, pour moi, j'ai Enfin, pas envie forcément d'y être. au moment où on enregistre, il y a la grève, mais bon, on espère que là où je publie, ça sera fini parce que c'est vrai que c'est galère. Au moment où on enregistre, effectivement. Donc, les gens ne Moi, je suis comprendront à la pas maison, donc à quelle grève je fais référence. moi, je m'en passe. Ouais. Je m'entends pas parce que je suis à la maison. J'ai même fait une vidéo il y a 2 semaines expliquer aux gens comment devenir nomade parce que bah, il y en a plein qui le peuvent, mais qui tentent pas.
parce que maintenant, il y a plein d'activités, plein de travail où on a besoin que de l'ordinateur et du téléphone. On n'a pas besoin d'aller sur place. Et puis, s'il y a un problème, change de patron parce que réellement, il y a plein de boulot et tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui te prend la tête. Ou sinon, ils ont qu'à te surveiller à distance, mais il y a pas de raison. Et souvent, je vois les gens galérer à des derniers transports. J'aime bien. Bon, non, si je fais des sujets, bon, si c'est stupide. Mais bon, je ne devrais pas le faire. Mais réellement, il y a plein de solutions maintenant. Le monde a changé. Donc, voilà quoi. Hmm. Pour le peu que je prends les transports, des fois, je déprime. Donc, voilà. Mais je te Ouais. comprends. Et j'ai fait Bah, exprès de écoute, poser la question. voilà. C'est pas pour t'embêter toi, parce que je parle pour tout le monde. J'interviewe beaucoup qui sont étrangers. Et je pense pour aller dans mon sens, c'est que voilà, il faut vraiment avoir une envie d'être plutôt nomade, et d'avoir envie de voyager, même 1 ou 2 ans, ou même plus. Hein. Voilà, mais c'est pas, oui, commencer comme Carrément. ça, c'est pas une Alors, obligation, à part si vraiment on veut voyager, ou sinon on commence en France, puis après on part après. C'est pas gênant. ouais, il faut vraiment le voir comme un choix de vie, tu vois. C'est pour ça que je te dis, moi, j'avais pas envie de vivre en France, c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Si toi, tu as vraiment envie de vivre en France, ou si ça te plaît, ou si tu as la famille, ou si tu as un truc, tu vois, il y a plein, plein, plein de raisons de vivre en France. Et du coup, bah, ça devient raisonnable de payer le prix que ça coûte. Et voilà, tu vois, il y a pas de raison dans ta vie de te dire, je vais toujours faire le plus cheap, tu vois. Si tu as envie de vivre dans un bel appart, bah, c'est plus cher de vivre dans un bel appart, le loyer coûte plus cher. Mais si ça t'apporte une qualité de vie qui vaut ce que tu payes et que tu peux te le permettre, parfait, tu vois, fais-toi plaisir. Et moi, c'est vraiment le truc que je le vois, tu vois, parce que les gens peuvent penser de dire, voilà, est-ce que je devrais partir en Thaïlande? Il faut savoir que moi, j'étais au Vietnam dès le départ. C'est là où je voulais aller. C'est là où j'avais ma communauté. Je me plaisais plus en France. Je n'avais pas vraiment de personnes autour de moi qui étaient les personnes avec qui je voulais passer du temps. Et donc, du coup, je suis parti au Vietnam pour ça, pour rencontrer les gens et pour y passer. Et du coup, j'y suis resté. Je me suis pris au goût, que ce soit la météo, que ce soit le style de vie. Enfin, en gros, je vais te donner un exemple précis. Tu vois, je parlais tout à l'heure des grèves et peut-être que les gens vont penser que c'est injuste comme exemple. Je vais prendre de l'exemple. Tu veux louer un appartement. Tu veux louer un appartement en France, tu es entrepreneur, on va te demander 1 milliard de documents, il y a plein de gens qui vont refuser de te louer, même si tu fais plein d'argent, les gens vont refuser de te louer parce que pour des raisons d'assurance, tu vois, il y a plein, plein de trucs comme ça où je me Précisément, dis, mais précisément, pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué? il te faut 3 bilans, parce que moi j'étais dans l'immobilier pendant 10 ans, donc ils vont te demander 3 bilans. Ce qui est con, parce que des fois tu peux avoir un business en un an qui fait un carton, qui fait 1 million et tu as 300 000 euros de profit, mais on va pas te louer. Donc, ce qui n'est pas logique, mais bon, voilà. Voilà. Moi, je veux te dire qu'au Vietnam, j'arrive, je fais bonjour, je connais cet appartement. Ils me font OK, vas-y, tu me files 2 mois de loyer pour le dépôt, mais même ici en Thaïlande, et c'est des condos, tu vois, c'est des bons apparts, etc. Tu me payes 2 mois de dépôt, tous les mois, tu me fais un transfert pour le loyer. Voilà, bienvenue. Et tu emménages le jour même. Le jour même où j'arrive, j'emménage, je signe le truc et c'est bon. J'ai payé 2 mois de dépôt. Alors après, c'est quoi le contrepoint? Le contrepoint, c'est que j'imagine, c'est que tu ne payes pas ton loyer et tu es dégagé très rapidement. Tu vois, c'est toujours une histoire de trade-off. C'est-à-dire qu'en France, tu as tes protections pour les locataires, ce qui veut dire que forcément les propriétaires sont plus prudents parce qu'ils ne peuvent pas être virés aussi facilement. En Thaïlande, je suppose qu'ils peuvent te virer facilement, jamais dans cette situation, mais du coup, c'est extrêmement facile à louer. Et en fait, quand tu as été habitué comme moi à pouvoir prendre un truc et le louer, et mon propriétaire ne sait pas ce que je fais comme travail, ne sait même pas si j'ai un travail, ne sait même pas si j'ai un visa, si tu veux. Tu vois, il n'y a aucun document qui m'a demandé à part mon passeport. Et, euh, et du coup, tant que je paye mon loyer, il est content. Et quand tu es habitué à ce niveau de facilité dans ta vie quotidienne et que tu débarques en France, tu te dis, mais tout est galère. Louer une bagnole, c'est super compliqué. Louer un appart, c'est super compliqué, etc. Et après, tu vois, il y a plein de gens qui s'en accommodent et qui s'en plaignent pas, c'est très bien. Mais je te dis, c'est ce genre de petites choses qui fait que moi, bah, l'Asie, c'est devenu tellement facile et je trouve que c'est tellement cool de vivre ici que j'y suis resté. Et c'est une question de préférence, tu vois. Il y a aussi la question de c'est quoi ta famille? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es marié? Est-ce que ta famille bouge? Tu vois, moi, il y a aussi l'aspect où ma famille, à un moment donné, tu vois, mon frère est parti vivre au Canada, mon père est parti vivre ailleurs, etc. Et tout d'un coup, bah, en France, enfin, à Paris, en tout cas, j'avais plus grand monde. Et plein d'aspects comme ça. Tu vois, tous mes amis se sont dispersés parce qu'on a fait des écoles de commerce, tout le monde est parti à travers la France. Plein d'aspects personnels font que tu vois, j'étais plus en mode, ouais, Paris, c'est ma vie, c'est là que j'ai grandi, c'est là où je vais rester. J'étais un peu plus en mode, vas-y, j'ai passé 3 ans en Vietnam, j'ai l'impression d'être à la maison. Ouais, donc après, ouais, donc, on t'a très bien expliqué. Après, ouais, chacun fait son choix selon sa situation, et même parce que, bon, tu l'as dit indirectement, mais même si on a des enfants, voilà, on peut aussi décider de partir. Après, c'est juste un peu plus compliqué, mais bon, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Donc, je vais te poser donc les questions que je pose à tous mes entrepreneurs en fin d'épisode, parce que je voulais rester 3 heures avec toi, mais tu es occupé. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Est-ce que tu as un business de rêve que tu ne fais pas actuellement et que tu aimerais faire? Euh,
Il y en a un, et après, c'est une continuité du business que je fais actuellement. C'est que je suis assez fasciné par certaines entreprises aux États-Unis, mais il y en a aussi qui font ce modèle en France. Mais je vais citer celle qui est américaine, c'est Agora, et qui sont en fait, c'est des boîtes de copywriters. C'est des boîtes où, en gros, euh, ils vont former en interne des gens qui vont devenir des excellents marketeurs. Et puis, au bout d'un moment, tu vois, au bout de 3-4 ans, le gars, il fait ouais, j'aimerais bien faire un autre truc. Il va voir son boss et il va faire vas-y, j'ai cette idée-là, on va le monter ensemble. Le boss lui fait ok, vas-y, voici un chèque. Je vais prendre 30% de part dans ta boîte et on va monter ce truc-là qui est indépendant. Et en fait, ils ont construit comme ça un réseau incroyable de plein d'entreprises qui Ah, c'est fonctionnent ce dans qu'on plein de appelle des marchés différents. startup studios. C'est un peu le même style. Euh, en l'occurrence, ouais, c'est vraiment qu'il fait des spin-offs par rapport. C'est pas des startups, c'est vraiment du marketing direct. Tu vois, c'est vraiment ils vendent Oui, des mais ça lettres ressemble à ça. Ça d'information. ressemble à ça. C'est-à-dire que Ça tu ressemble à prends. ça, effectivement. Ouais, Ouais. ouais, pas mal. Tu prends les gens, tu les fomentes, tu leur fais un spin-off. Et moi, c'est toujours ce que je dis à mon équipe. En fait, si tu veux, j'ai un problème, moi, c'est que je recrute des gens qui sont ultra talentueux dans mon équipe parce que j'ai la chance d'avoir un grand pool de candidats. Comme j'ai beaucoup de gens qui me suivent, bah, je peux vraiment avoir des centaines de candidatures et essayer de trouver la crème de la crème. Donc, j'ai des gens qui sont super talentueux, super ambitieux, mais sur Marketing Mania, il y a un plafond en fait. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais devenir calife à la place du calife, ou en tout cas, ce n'est pas encore prévu que quelqu'un puisse me remplacer sur les vidéos YouTube. Donc, en gros, tu seras toujours un petit peu, tu ne pourras jamais être le maître du jeu. Tu vois. Mais si je te dis, voilà, tu es avec moi pendant 5 ans et je te forme à fond et tu deviens un killer, ben, si dans 5 ans, tu as une idée de business et tu veux faire un truc, moi, je te dis, je te finance pendant X années, enfin, pendant X mois, on va dire, pendant que le truc il devienne rentable. On fait un deal sur le pourcentage. Et du coup, tu imagines que dans 20 ans, toutes les personnes que tu as fait monter ont leur propre business, qui font même du chiffre, qui ont même leurs employés, qui ont leur truc. Mais tu as un réseau au sein duquel tu peux partager de l'info, tu peux partager des talents. Et je pense que là où ils sont très forts, notamment chez Agora, c'est qu'en fait, ils sont devenus très bons pour former des gens au copywriting et ensuite nourrir toute leur succursale avec des talents et des informations, tu vois. Et donc, du coup, ils sont à la pointe de leur domaine. Et ça, c'est un truc qui me fait toujours vachement kiffer, même si j'en suis pas tout à fait au point où je suis capable de l'exécuter, parce que bah, mon équipe que j'ai actuellement, j'ai encore besoin d'eux pour faire tourner le business et on n'a pas forcément encore les épaules de lancer des projets à droite à gauche. Je pense que ce serait encore une distraction, mais c'est vraiment une vision que j'ai et c'est un truc dont je parle pas mal à mon équipe. Tu vois, je leur dis voilà, moi, ce que je voudrais faire, c'est ça. Et voilà la perspective, tu vois, d'évolution que tu as sur un horizon de temps. Ah, on en revient un peu à l'Empire. Tu as un gros empire, Carrément, ouais. Ouais. La grande pieuvre. Oh, pourquoi pas. Intéressant. Bertrand Millet m'a parlé un peu de ça, mais lui, c'est un peu différent. Mais bon, comme quoi, en fin de compte, ça revient à l'esprit Startup Studio, mais de façon décalée, un peu différente. Donc, toujours, les idées nous viennent des anglo-saxons. C'est très intéressant. Donc, quelle est la meilleure expérience que tu as eue en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Donc, quand j'ai commencé à voyager en Asie, j'écoutais un podcast qui s'appelle le Tropical MBA. Et ces gars-là, ils parlaient tout le temps d'une conférence qu'ils avaient. D'ailleurs, cette conférence était à Bangkok. Tous les ans, ils faisaient une conférence à Bangkok. Et je voulais absolument y aller. Et la première année où je voulais y aller, c'était en 2013. Et pour des raisons qui étaient liées à mes études, etc., tu vois, je l'ai raté de peu. J'étais extrêmement frustré. Et pendant un an, je disais à tout le monde, ouais, il y a cette conférence à Bangkok, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Et tu vois, j'en parlais à tout le monde au point que tout le monde était méga saoulé de ce que je racontais. Et il me dit, mais ferme ta gueule, on en a marre que tu nous racontes ça. Mais d'un côté, tu vois, et ça me motivait à fond pour bosser sur mon business. Je me dis, tiens, je vais y aller, je vais y aller. Et donc, du coup, un an plus tard, voilà, j'ai le business qui commence un petit peu à tourner, etc. Donc, c'est bon, tu vois, je peux y aller, je peux aller à Bangkok et tout. Et ce truc-là, j'avais l'impression d'être à Disneyland. Tu vois, pour la première fois, tu avais ce truc-là d'entrepreneur. Et en plus, du coup, c'est un peu particulier parce que c'est comme cette conférence à l'autre bout du monde. Les gens qui sont là, c'est que des gens d'assez haut niveau, qui sont ultra motivés. Et en plus, ils t'accueillent à bras ouverts. C'est-à-dire que jamais dans ma vie, j'avais eu l'expérience de rencontrer un mec qui avait fait, tu vois, 15 millions l'année dernière et qui va prendre une bière avec moi et pour discuter. Tu vois, ce mec-là, en France, il me parle même pas. Mais là, comme on est tous, je sais pas, on est 250, on a fait le vol jusqu'à l'autre bout du monde. On est tous dans un hôtel. C'est un espèce voilà, c'est un hôtel de luxe, mais on est tous sur les mêmes étages, etc. Il y a un côté un peu, c'est la colonie de vacances, tu vois. Tu as accès à des gens qui sont incroyables et tout d'un coup, c'est vraiment le week-end dans ma vie où j'avais l'impression que sky is the limit, tu vois, tout est possible. À l'époque, j'étais un petit gars qui commençait, mais les gens étaient cool avec moi, me donnaient des conseils, étaient ouverts, ils me racontaient leurs histoires. Et là, vraiment, ça m'a explosé la tête aussi sur ce qui était possible euh, en bougeant en Asie et tu vois, ce qui était possible de mon business si je continuais à persévérer. Donc, c'est plutôt donc, l'événement Tropical MBS, ça? Ouais, l'événement s'appelle DCBKK. Ils le font à Ah, Bangkok c'est tous les ans, connu. généralement en octobre.
Ouais, ouais. DCBKK, ben, je l'ai déjà entendu chez toi, je crois, et je l'ai entendu chez un autre podcasteur Ouais, possible. anglo-saxon, parce que j'en écoute beaucoup aussi. Ah, j'ai oublié leur nom. Ils sont très bons. Ok. Bangkok, donc bah, peut-être que tu vas répondre indirectement à la troisième question. Donc, quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Je pense que la grande leçon qu'il faut avoir, c'est de comprendre en fait quelles sont tes forces personnelles. Donc un truc moi qui a vraiment marché sur YouTube et le levier qui m'a fait exploser, voilà, c'est YouTube. Et YouTube, ce que je fais, c'est des vidéos d'analyse voilà, très écrites, très montées, qui peuvent prendre des dizaines d'heures à faire, etc. Et après, il y a des personnes qui essaient de refaire un peu mon format en se disant qu'ils vont avoir le même succès. Mais le problème, c'est qu'ils écrivent une vidéo et ils se disent, mais c'est l'enfer, tu vois. Je passe des heures et des heures à écrire cette vidéo. Après, il faut la lire en face caméra, il faut faire le montage. C'est super pénible. Et ils n'en peuvent plus. Au bout de 2 ou 3 vidéos, ils abandonnent. Moi, il faut comprendre que pour moi, c'est un truc qui me vient naturellement. Tu vois, c'est un peu mon kiff de me passer des heures à analyser un sujet dans ses moindres détails, de faire des recherches à fond, d'aller au fond du truc. Et donc, du coup, c'est une force pour moi qui est naturelle. C'est un truc qui me plaît naturellement. J'adore lire des livres, j'adore trouver les infos, j'adore analyser, j'adore me poser pendant longtemps sur un sujet et j'adore écrire un truc vraiment détaillé. Et donc, du coup, la raison pour laquelle ça fonctionne pour moi, c'est parce que j'ai trouvé un truc qui marche, mais aussi parce que ce truc, il fonctionne non seulement pour mon audience, mais aussi pour moi par rapport à ma psychologie. Et je pense qu'il y a des moments dans ma vie où j'ai fait l'erreur de monter un business qui était bien sur le papier, mais qui n'était pas bien pour moi. Par exemple, tu vois, un business d'agence où tu es au téléphone toute la journée. Pendant un moment, je l'ai fait et ça fonctionnait. Mais à la fin de la journée, je détestais ma vie parce que j'étais au téléphone toute la journée à parler à des clients, à essayer de pitcher mon service à des gens pour faire mon CA. Et encore une fois, tu vois, ça marchait, il y avait des résultats qui étaient corrects. Et sur le papier, tu pourrais te dire, mais voilà, ce truc-là, il va fonctionner. Le truc, c'est que je pouvais me projeter dans le futur. Plus mon business marchait, moins je faisais du travail qui m'intéressait et plus je passais de temps au téléphone à parler à mes différents clients et à parler à machin et à prospecter machin. Et tiens, on a une idée, on a une mission, on a un machin. Et donc, je passais mon temps au téléphone, ce que j'aimais pas. Il y a des gens qui adoraient passer leur temps au téléphone ou qui, en tout cas, qui seraient dans l'action, qui seraient, c'est cool, tu as des deals, tu as des trucs qui se passent et qui, au contraire, détesteraient être assis pendant 2 jours devant leur PC à écrire une vidéo qui va durer 20 minutes. Donc, tu vois, tu joues sur tes forces. Et les moments où j'ai fait l'erreur de prendre un truc qui était bien sur le papier, qui aurait marché pour quelqu'un d'autre, mais qui ne marchait pas pour moi, je me suis retrouvé dans un truc que je n'aimais pas. Et au final, c'était un calcul perdant parce que plus mon business progressait, plus j'avais la chance de faire des tâches qui me saoulaient. Alors que maintenant, plus mon business progresse, plus j'ai la chance de faire des tâches qui m'intéressent. Et donc, quand tu commences à vraiment identifier quelles sont tes forces, et ça peut prendre du temps à les découvrir, parce que comment est-ce que j'ai découvert que être au téléphone toute la journée, ça me saoulait, c'est quand j'ai commencé à être au téléphone toute la journée et ça m'a saoulé. Comment j'ai découvert que j'aimais écrire pendant des heures, c'est aussi quand j'ai commencé à le faire. Donc, je pense que c'est bien de faire de l'expérimentation pour le trouver, mais il faut comprendre que tu vas rarement avoir un succès explosif sur un business qui ne correspond pas à ta personnalité ou tu te forces de le faire parce que ça marche pour quelqu'un d'autre. Souvent, ça ajoute trop de friction qui fait que tu auras du mal à réussir avec cette stratégie en particulier. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu fais moins de… Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais bon, parce que tout le monde me demande dans le podcast pourquoi Stan ne fait pas plus de podcasts. Est-ce que donc c'est une stratégie un peu comme les vidéos, tu veux plutôt il y a une attente de l'audience ou c'est parce que donc, ça te plaît moins que de faire des vidéos YouTube? Euh, il y a un petit peu des deux. Enfin, le podcast, ça me plaît et j'aime bien faire le podcast et ça me plaît. Par contre, j'avais du mal à les enregistrer. En fait, j'avais du mal à trouver le moment de les enregistrer parce que le problème, c'est qu'en fait, moi, j'ai un agenda qui est structuré pour que le lundi après-midi, j'ai du coup mes appels avec mon équipe, qui est un peu un truc non négociable que je fais le lundi après-midi. Mais j'essaye tout le reste de la semaine d'être libre pour la création de contenu. Et comme en fait, en dehors de mon équipe, j'ai aucun appel extérieur. Bon, là, on fait des interviews pour ton podcast. Mais comme tu as vu, j'ai calé une semaine pour les faire. Donc, j'arrivais pas à faire des podcasts. Un podcast qui se balade à droite à gauche, ça me prenait en fait la demi-journée parce qu'il fallait que je m'arrête d'écrire ma vidéo et que je me mette sur le podcast. Et c'était un truc, j'avais du mal à les caler en fait, si on n'avait qu'un par semaine. Du coup, ce que j'ai commencé à faire, et ça, je pense que ça va me permettre de faire plus de podcasts, c'est que je me bloque une semaine entière et pendant une semaine, je fais que du podcast. Donc, ça n'interrompt rien parce qu'il n'y a rien d'autre. Et j'enchaîne les podcasts pendant la semaine et j'interviewe tous les gens que j'ai envie d'interviewer. Et après, je suis tranquille pendant 3 mois et j'enregistre tous mes podcasts d'un coup. Et ça fonctionne. J'ai commencé à le faire. J'ai enregistré une semaine entière où j'ai fait comme ça 12 podcasts. Et donc, du coup, je pense que c'est une nouvelle innovation que j'ai eue qui me permet que le podcast ne soit pas une interruption d'autre chose, mais au contraire de pouvoir être à fond focus dessus. Et là, en fait, je suis en train de faire la même chose actuellement dans la semaine où on se parle parce que j'ai bloqué une semaine entière où tous les après-midi, je fais des interviews. Donc, du coup, ça ne m'interrompt pas parce que du coup, je suis là pour faire des interviews. Donc, je suis très content de les faire et c'est cool, tu vois. Et ce n'est pas en conflit avec autre chose et j'ai rien d'autre qui marche sur les pieds.
Donc là, c'est plus tu vois, une astuce personnelle de comprendre que pour moi, c'est assez difficile de switcher d'une tâche à l'autre. C'est compliqué de switcher d'une tâche d'écriture à une tâche où il faut que je parle à des gens et que je sois en conversation. Et donc, du coup, je préfère avoir des périodes où je fais toutes mes tâches de conversation et des périodes où je fais toutes mes tâches d'écriture. Encore une fois, si tu fais une agence, tu n'as pas le luxe de faire ça parce que tu as une agence, ton client te parle, tu as un truc de prospection, tu prends le téléphone là et tu es toujours en train d'avoir une journée qui est fragmentée par ses appels et par ses contraintes et tu t'y couperas pas. Donc, si tu kiffes être dans l'action, rebondir d'un projet à un autre, d'un appel à un autre, d'un truc à un autre, il y a plein de gens qui kiffent ça, c'est super. Mais pour moi, je suis vraiment dans un truc à la fois et je suis un peu, tu vois, un truc, puis un truc, puis un truc. J'aime Ouais, bien. t'es à fond dans l'organisation. Ouais, et dans le batching, tu vois. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Il y a des gens pour qui ça fonctionne de manière différente. Et ça, je pense que c'est vraiment connaître ses forces, tu vois, et ses faiblesses. Et pour le coup, tu vois, une fois que je suis dans un truc, euh, je peux continuer longtemps. Donc là, par exemple, sur les interviews, sur la semaine, je vais en faire pas mal, tu vois. Je vais en faire plus d'une dizaine. Et je vais continuer à pouvoir les faire et à kiffer de les faire parce que voilà, j'ai décidé que cette semaine, c'est ce que je vais faire et je parle à des gens et je discute et je parle de mon livre et je suis content. Et la semaine prochaine, je pense que je me souviens plus exactement de ce que je fais, mais je crois que j'ai un lancement à préparer ou un délire comme ça, où j'ai une vidéo à écrire. Mais du coup, voilà. Et la semaine prochaine, je sais exactement ce que je fais. Je fais un truc, je me plonge à fond dedans, ça me prend X temps et puis après, je passe à la suite. Ça fonctionne pour moi comme ça. Mais bon, tu vois, alors si tu devrais essayer, mais bon, ça c'est compliqué parce que même moi j'ai essayé de faire comme. Mais bon, après ça, que toi, tu as un podcast qui est très long. Parce que comme fait John Louis Dumas, qui fait toutes les semaines 8 épisodes tous les mardis. Il en fait 8 d'un coup, Yes. comme ça il est tranquille. Et toute la semaine, il n'a plus rien à faire. Mais bon, il fait des podcasts d'une demi-heure, 45 minutes. Et puis bon, il a que ça. Son business, c'est que le podcast. Donc bon, c'est un peu différent. Du coup, mais je suis sûr que lui, il a fait un peu le même calcul que moi. C'est-à-dire que tu vas faire un podcast par jour pendant une semaine, ça fragmente ta semaine. Le faire sur une journée, comparativement, ça demande beaucoup moins d'efforts en fait, parce que tu n'es pas en train de switcher en mode podcast et de ressortir du mode podcast tout Tout le à fait. temps. Mais moi, je fais pareil. Et dans tous les cas, en plus, lui, bon, il est encore plus gros que toi. C'est un militaire. Donc, c'est un ancien chef Yes. militaire. Donc, bon, il est très. Il prend 1 heure par personne. Il les fait, l'armée. Même quand tu vois ses podcasts, il est un peu. Il pourrait se lâcher faire 1 heure. Il fait rarement 1 heure. Il fait entre les Mm. 29 et 39 minutes, puis il va jamais plus. Donc, bon. Et même quand Mm. comment c'est structuré, comme moi qui suis plutôt en podcast lifestyle, à part à la fin, je pose 5 questions. Tu vois, là, je peux me permettre de les libertés. Lui, c'est vraiment à la minute près, c'est toujours identique. Il a son sponsoring au milieu, à la fin, enfin voilà quoi. Bon, chacun Mm. son truc. Mais en tout cas, oui, de les faire tous d'un coup, du bashing, il n'y a pas mieux. Je suis d'accord. Donc, avant-dernière question, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Donc, je vais en citer un que j'ai beaucoup cité, mais je pense qu'il est cool à avoir pour les gens qui ne l'ont pas lu. C'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. C'est le livre que j'ai le plus recommandé, que j'ai le plus vendu sur Amazon en affiliation. Euh, Pourquoi est-ce que ce livre est intéressant? Parce que pour moi, la grande idée qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des éléments qui sont fondamentaux en termes de psychologie humaine et qui ne changent pas trop. Et ce livre a l'avantage d'avoir été écrit en 1984. Et si ça te fait penser que ce livre, tu vois, il est ancien, effectivement, il est ancien, mais tu découvres que les 6 principes qui sont donnés dans Influence et manipulation sont tout aussi valides aujourd'hui sur le web. Et ça te montre voilà, quels sont les grands piliers. Et pour moi, ces 6 catégories que lui, elle a identifiées, personne n'a réussi vraiment à faire mieux. Et il te dit vraiment, OK, c'est quoi les grands leviers d'influence que tu peux apprendre. Et donc, pour les gens qui n'ont pas fait ce livre, moi, c'est vraiment un truc qui est incontournable, qui t'apporte à la fois le côté psychologie humaine, c'est le truc fondamental et ça ne change pas, et à la fois qui te donne ces 6 concepts de la preuve sociale, de la réciprocité, du principe de cohérence, de l'urgence, etc., qui vont s'appliquer de plein de manières, parce que si tu commences à réfléchir à toutes les manières d'appliquer la preuve sociale, il y a plein de manières de le faire. Et lui, il te donne les fondamentaux avec des erreurs qui sont cool, un bouquin qui est vraiment intéressant et qui en plus a une bonne longévité. Et je pense que si on le lit encore aujourd'hui, 35 ans plus tard, dans 35 ans, il sera toujours valide. Ouais, il est pas mal. Moi, pareil, je l'ai lu grâce à mes invités, parce que dans mes premiers invités, j'ai eu beaucoup de marketeurs qui me l'ont tous cité. Donc, je me dis, je vais l'acheter, je vais le lire. En plus, il est en poche pas cher, il est facile à lire, même si, bon, il donne des gros exemples. Tu peux même le lire par paragraphe, hein, tu peux le lire à la suite ou lire par petite partie. Et il y a vraiment des exemples concrets sur des cas précis, donc c'est vraiment intéressant. Donc, dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Très bonne question. Écoute, je pense que la compétence que je rêve d'avoir, c'est lié à ce que j'ai donné tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai toujours été un peu complexé par ma réticence à faire du networking.
où j'ai l'impression que mon réseau, je ne travaille pas autant que ça parce que ça me fatigue parfois. Tu vois, j'ai cette personnalité introvertie et passer beaucoup de temps avec les gens, ça me fatigue. Et même si j'ai appris à le pratiquer et appris à pratiquer ces compétences sociales, ça n'empêche que voilà, pour moi, tu vois, c'est un investissement vraiment en énergie significative de passer beaucoup de temps avec les gens, notamment d'aller dans des dîners ou d'aller dans des conférences, ou d'aller dans des meet-up et dans des rencontres. Et je pense qu'il y a plein de fois où il y a des gens intéressants que je ne prends pas l'opportunité de rencontrer parce que j'anticipe que ça va être un effort et que je trouve ça fatigant. Et donc, parfois, tu vois, j'aurais adoré pouvoir me dire, pour pouvoir être rechargé en fait par ces interactions ou pouvoir avoir cette capacité à parler à des gens pendant des heures et des heures et des heures sans ensuite être fatigué et avoir l'impression qu'il faut que je passe une semaine en ermite pour récupérer. Ouais, donc tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne et surtout du marketing en ligne qui aimeraient bien plus faire du réseau, parce que c'est vrai que c'est important. Comme disent les C'est Américains, je crois important, que c'est your network is your network, je suis comme ça. J'ai oublié le ouais. terme avec mon super accent anglais. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant. Mais bon, au moins, tu as le podcast. C'est aussi une façon d'avoir du réseau. Moi, c'est pour ça que je l'ai créé, hein, pour apprendre des gens. Ouais, Et carrément. voilà. Mais bon, après, il faut réussir à entretenir pareil. Ça reste la même façon. Donc, Ouais, Stan, grand merci. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, qui ne l'ont pas encore acheté, donc Votre Empire dans un sac à dos, si ça n'a pas changé. yes, Et c'est donc, ça. moi, je mettrai donc tous les liens pour te joindre. Et ce qui est rare, je vais te laisser le dernier mot. Euh, Écoute, il y a un dernier mot auquel j'ai pas mal réfléchi dernièrement parce que tu vois, faire ces interviews, etc., je raconte un peu mon histoire et c'est cool. Mais je pense que c'est important pour les gens de se souvenir qu'en gros, l'histoire qu'on te raconte dans un podcast comme ça, elle est forcément vachement simplifiée et que c'est facile de se comparer aux autres et de dire voilà, tel mec fait tant et moi je fais tant. Et moi, je me suis beaucoup comparé aux autres et j'avais un gros truc de jalousie, notamment quand j'ai commencé sur YouTube. Parce que sur YouTube, tes chiffres ils sont tellement visibles et on te juge tellement sur tes chiffres d'abonnés, de vues, que c'est facile de te comparer. Et moi, quand j'ai commencé sur YouTube, tous les jours, je regardais combien d'abonnés j'avais et combien d'abonnés avait Olivier Roland, Antoine BM, et je me comparais à eux vraiment tous les jours et je savais exactement si je gagnais en abonnés, si j'étais en train de les rattraper ou si j'étais en train de perdre du terrain. Et ça, je pense que c'est une énorme perte de temps et que beaucoup de gens qui ont cette personnalité ambitieuse, déterminée, motivée, ont facilement tendance à tomber dans ce piège et à commencer à se comparer aux gens ou à se dire tiens, telle personne a réussi plus vite que moi ou l'autre. Et ça, pour moi, c'est vraiment un piège psychologique dans lequel je suis tombé et dans lequel j'ai mis assez longtemps à sortir et à pouvoir vraiment me concentrer sur ce qui était en face de moi plutôt que de me dire voilà, ce que je suis censé faire par rapport à telle ou telle personne, ou au final, je ne sais même pas si les chiffres qui me disent sont vrais, ou peut-être que cette personne a juste voilà, eu un bon coup, a réussi plus vite, et, tu vois, très bien pour elle, quoi. Mais ça ne devrait pas être un truc qui te démoralise. Donc, il faut éviter de se comparer. Donc, je suis s'occuper de soi-même. Yes. Je pense que tout le temps que tu passes à te comparer aux autres, c'est du temps que tu ne passes pas à penser à ton client cible et à ton marketing et comment est-ce que tu vas faire un truc qui est différent. OK. Bon, Stan, grand merci. Et puis, Merci à je toi de vous dis m'avoir invité. ouais, à bientôt. Ciao. Ouais. À bientôt. Salut. Merci à Stan Leloup donc, pour avoir donc, pris le temps donc, de nous donner toutes ces bonnes informations. Donc, je pense que son livre va faire un carton. Donc n'hésite pas à commenter et à partager si tu as aimé l'épisode. Je te redonne le lien donc, pour aller prendre son livre, donc marketingmania.fr/empire. Donc marketingmania.fr/empire. Si tu veux donc te faire former ou coacher donc, par son équipe et donc toi aussi créer ton business en ligne et ton empire, donc tu vas sur thierry-du6henry.fr/mania. Non, thierry-du6henry.fr/mania. Donc n'hésite pas encore, je te le répète, à partager et à soutenir ce podcast, mettre le maximum de pouces, t'abonner. Et donc comme je te le répète, on fait donc 2 épisodes. Je fais plutôt 2 épisodes par semaine. Qui maintenant, comme je changeais un peu le rythme, c'est plutôt mercredi à 17h et le dimanche à 17h. S'il y a un changement, comme je t'ai dit. Donc voilà, juste abonne-toi donc à ma mailing list. Donc contact @thierry-du6henry.fr. Donc tu auras toutes les bonnes informations. J'envoie environ 2-3 mails par semaine, hein, pas plus. Hein, je ne suis pas là à spammer. Et en plus, il y a rarement des liens. En général, c'est les liens vers mes vidéos YouTube et donc mon podcast. Donc voilà. Je te dis donc au prochain épisode. Ciao, ciao.